personne ne peut véritablement revendiquer à lui seul ou à elle seule la définition juste et totale du patrimoine. Il est ce que notre culture, ce que notre œil, bien sûr, à partir de notre culture, ce que notre environnement produit comme vision. Et nous nous sommes dit comment faire alors pour faire parler du patrimoine avec cette diversité qui le caractérise. Sinon, en faisant appel à plusieurs théories. Premier cliché pour moi, après Pierre Lodino, cette photo signifie le calme, la détente, un moment de bien-être, un moment de bonheur, parce qu'on apprécie la beauté de cette photo et de ce paysage. C'est un vannage, il représente le travail de l'homme, le travail de l'artisan, dont nous parlera tout à l'heure Albert, là, le travail de l'artisan qui a peiné à réaliser cet ouvrage, à l'installer en plein marais, zone difficile d'accès, et le travail de l'homme, quel éleveur, le travail de l'homme difficile. Ces ouvrages méritent d'être restaurés, dans un but patrimonial, méritent d'être restaurés dans un but également de gestion au service des utilisateurs du marais. On y voit surtout que l'homme, tout en intervenant sur l'endroit, sur l'espace, en faisant ce vannage, a su maintenir le caractère naturel du lieu. C'est quelque chose qui est bien sûr important pour le naturaliste, à tel point que le vannage lui-même constitue en quelque sorte un habitat naturel. Et on s'est presque tenté de dire que cette intervention-là, anthropique comme on dit, en gardons, a conforté la biodiversité. On voit que sur ce vannage de chêne, il y a des fentes, c'est du bois, c'est un bois naturel, non traité, on va dire sans fongicide, sans insecticide, donc ça va permettre l'installation en fait, de toute une faune sur le vannage lui-même. On voit que le vannage là par exemple peut aussi servir de perchoir à un artin-pêcheur. De la même façon, il y a un radier, une espèce de radier en bois de part et d'autre du vannage. Là, on a un parfait perchoir à Ardéide. On peut très bien avoir sur ces bois-là, aérocentré, il va stationner là tout un moment, lui aussi en pêche. Un ouvrage anthropique qui a su concilier les besoins humains en matière de culture, d'élevage, etc., et la nature et les espèces, etc. On peut imaginer ici, quand on regarde bien la photo, on voit des plantes vertes. Là. Alors tout le monde connaît, ce sont des iris jaunes, ce qu'on appelle les iris faux accords. J'ai apporté aussi des joncs. Les joncs, en fait, ce sont des tiges qui sont vertes et qui sont aussi, qui ont également de l'air qui circule à l'intérieur. Pourquoi confondre ça avec, toujours associé aux joncs, avec des carax, qu'on appelle encore des rouches. Alors, quand vous allez voir le carax, vous verrez que la tige est triangulaire et les feuilles sont un peu coupantes, parce que c'est très riche en silice et donc là, par contre, c'est très difficile d'arracher la partie souterraine, pratiquement impossible. Et toutes ces plantes-là, que ce soit les phragmites, les roseaux, les joncs, contribuent à l'assèchement du marais. Quand il y en a trop, eh bien, on peut dire que c'est en voie de comblement. Alors moi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, zut, c'est de l'eau douce. Parce que nous, on est donc agriculteurs en eau douce et en eau salée. Parce qu'on n'est pas habitué à ces parties verticales. Nous, devant chez nous, on est vraiment dans le marais breton et on est habitué à que des parties horizontales. L'écluse, autrement, enfin la petite vente, là, moi j'appelle ça une écluse, une mini-écluse, tout de suite ça me fait penser à la présence de l'homme. En fait, dans le marais, s'il n'y avait pas l'homme, le marais ne serait pas coulé. Et moi, en tant qu'agricultrice, j'ai fait depuis 10 ans des visites dans le marais parce que j'en avais marre qu'on ne voyait pas en fait. On avait l'impression d'être transparent dans le marais. On était là, mais les gens regardaient les oiseaux, les plantes, mais nous, je ne sais pas de quoi on faisait partie. Nous, derrière, on dit, c'est vrai que le marais est beau, mais en attendant, quand on y travaille, c'est dur. Au début, où j'avais fait les visites de marais, j'avais fait un petit poème, et au début du poème, je mettais
Larmes de sueur au creux des fossés, vie aride du travailleur. Et ça se voit pas quand on se balade dans le Marais. Bon, moi je vois les choses d'une façon un peu différente, bien sûr, puisque sur le lac, c'est l'eau d'abord. C'est ce qui se passe un petit peu en dessous qui m'intéresse davantage, c'est la pêche, c'est le poisson, et c'est la circulation effectivement des anguilles. Donc les échanges entre le milieu marin et le milieu de l'eau douce. Cette photo, ou ça aurait pu être cette photo-là, c'est peut-être un petit peu ça qui m'a fait justement devenir pêcheur sur le lac de Grandlieu. Parce que c'est un milieu naturel, c'est les grands espaces, c'est un métier aussi comme l'agriculture sans doute un peu difficile, mais où on a une certaine liberté, où on organise son temps et son travail comme on a envie de le faire. Cette photo quand même, je la situerais dans le passé. Ça n'existe quasiment plus. Même si on pourrait trouver ça sur le Marais, en ce qui concerne le lac de Grandlieu, c'est plus du tout ça. On a perdu énormément en qualité, que ce soit au niveau de l'eau ou au niveau de la végétation. Et en perdant en qualité de l'eau, de la végétation, on a perdu en qualité piscicole. Le Marais, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est des champs bien entourés, le fossé nettoyé. Et je dirais que les fossés bien nettoyés, c'est les haies qui sont bien entretenues. Et si tout ça est bien entretenu, c'est que c'est exploité. Quand même, quelque chose qui me tient à cœur, c'est ça. C'est la naissance, non pas géographique, mais culturelle du Marais. Le 20 août 1882 naît le Marais. Il y a des gars qui sont allés capturer un maréchal. Reconnaissable à son chapeau. Ils l'ont emmené sur l'hippodrome de Chaland. Et là, ils avaient creusé un fossé et ils ont demandé aux gars, évidemment, de sauter le fossé. Et le public était la bourgeoisie chalandaise. Ainsi, le Marais vendéen, le Marais breton, rentre dans le temps que j'ai appelé le temps de la célébration, qui va durer un certain temps. Et les artistes sont arrivés de Paris, de partout, et ces gens-là étaient vraiment des visionnaires, et ils ont vu même tellement de choses dans ce Marais qu'ils ont trouvé beau, que même 130 ans après, il y a des gars qui traversent le Marais, de Machecoul vers Bouin jusqu'à la côte de Mont, ils voient ça. Ils voient que ça. Non, je ne vais pas y arriver. Ils voient ça. Ils voient rien. Ils voient du néant. Ils voient du vide, de l'uniformité. Et les cons aussi, il leur faut monter au pays de la Blette, c'est-à-dire à la naissance de la dune de Mont, pour enfin découvrir quoi? De la perspective, de la diversité. Parce que pour ces gens-là, il n'y a pas de paysage dans le Marais. Donc d'abord on a une image horizontale, c'est assez logique, en fait on est dans un paysage plat. On a des couleurs douces et chaudes, on a une belle lumière sur les gens et sur l'eau. Donc on a une atmosphère bien située, calme, paisible, on l'a déjà dit tout à l'heure. On a une sérénité apparente. C'est une image, à mon avis, bien équilibrée, bien composée. Moi j'ai considéré que la barrière était dépassée. Et parce que l'eau, en fait, est présente devant et derrière au même niveau. Donc, a priori, la barrière ne sert à rien. L'écluse ne sert à rien. C'est mon avis. C'est évidemment pas un jugement de valeur. Et donc, pour moi, ça montre la fragilité de la protection. En fait, que l'homme s'est fait déborder par l'élément. Moi, ce que j'aime bien quand je prends une photo comme ça, c'est le travail de l'homme. C'est ce que l'homme a fabriqué. Moi, je suis très admirative du travail de l'homme. Cette photo-là, je devais avoir les pieds dans la gadoue jusque largement de la cheville, parce que c'était bien inondé. L'idée que nous pouvons nous faire du patrimoine est une idée purement construite. C'est que le patrimoine est ce qu'on appelle un construit social. Il est construit par nos regards.